Bonsoir à tous et à toutes. À toutes et à tous, ce serait mieux quand même. Je suis très heureux de vous accueillir au World Trade Center de Grenoble. Le World Trade Center de Grenoble est principalement connu pour son centre de congrès dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est normal, on a à peu près 180 événements, environ 30 000 visiteurs par an, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi un centre d'affaires avec 30 entreprises qui sont domiciliées dans ce centre, et puis un centre de commerce international qui travaille sur l'accompagnement au développement international des entreprises et qui accompagne environ 800 entreprises par an. Le World Trade Center fait partie de la World Trade Center Association, World Trade Center Association qui promeut un certain nombre de valeurs. Et il y a certaines valeurs sur lesquelles je voudrais m'arrêter ce soir parce qu'elles sont complètement en ligne avec l'objet de la conférence. Il s'agit de la collaboration, de l'innovation et de l'éthique. C'est dans cet esprit de collaboration avec la chaire Mindfulness de Grenoble École de Management que nous avons décidé de co-organiser cette soirée à Grenoble. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la conférence de ce soir, je voudrais d'abord remercier ceux sans qui l'événement n'aurait pas pu être réalisé. Et je vais commencer par les sponsors de cette soirée, l'entreprise à Raymond, l'UDIMEC, la SAMC, Novotel, la Fondation Amipi, le Center of Theological Inquiry et Alexio. Mais j'aimerais aussi remercier et associer les collaboratrices qui ont contribué à l'organisation de l'événement. Pour la chaire Mindfulness, c'est Cécilia et Christelle. Je ne sais pas si on les voit, non, elles restent discrètes. Et pour le World Trade Center, il s'agit de Julie et de Sylvie. Donc qu'elles en soient remerciées. Le thème de la soirée est donc comptabilité, bénéfices et bienfaits vers une vision pacificatrice et responsable de l'entreprise. Cette conférence aura lieu en plusieurs temps. Premier temps, le sujet sera traité par Patrick Vivray. Il est connu en particulier comme philosophe, écrivain, magistrat honoraire à la Cour des comptes, auteur du rapport « Reconsidérer la richesse » en 2002 à la demande du gouvernement de l'époque, cofondateur des rencontres internationales Dialogue en Humanité. Il a fondé, avec Edgar Morin et Stéphane Hessel en 2012, le collectif Roosevelt. Il est aussi fondateur de l'Observatoire de la décision publique. Ses derniers ouvrages sont Le Bonheur en marche, coécrit avec Mathieu Baudin, et Fraternité, j'écris ton nom. Ça, ce sera pour la première partie. Ensuite, Dominique Steller, titulaire de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique, ainsi que Richard Scholar à l'Université de Princeton aux États-Unis, essaiera de faire le lien entre ce qui sera présenté par Patrick Vivray et puis les travaux qu'il réalise avec son équipe. Enfin, on aura un troisième temps qui sera un temps de réponse à vos questions. Vous aurez donc le temps de préparer et de maturer vos questions pendant les deux premières interventions et on tâchera d'avoir suffisamment de temps pour répondre à vos attentes. Sans plus attendre, je vous invite à accueillir avec moi Patrick Vivray pour son intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer cette intervention par quelques diapos autour de cette question, les points aveugles de l'économisme, que je distingue de l'économie, puisque si l'économie se veut à la fois une science et une pratique, l'économisme est beaucoup plus une idéologie et une novlangue qui reprend un certain nombre de mots-clés de nos vocabulaires courants, des mots tels que valeur, tels que bénéfice, tels que métier, et dont j'aurai l'occasion de montrer qu'ils sont très souvent déformés par le discours de l'économisme. Mais quand on regarde cet ensemble, on est confronté à un problème paradoxal qui est que ce que nous croyons être l'économie, c'est quelque chose qui a l'air marqué au coin du bon sens.
On dit d'une part, ce qui définit l'économie, c'est le rapport à la rareté, donc c'est l'accès à des ressources rares et la contrepartie de cet accès qui est la peur de la rareté. C'est le fait d'accéder à ces ressources rares grâce à de l'argent. Cet argent nous permet d'accéder à des productions et on va quantifier ces productions précisément par l'argent. Et donc ça donne un petit schéma qu'on peut exprimer sous la forme de ce losange, avec à la fois la rareté et la peur de la rareté, la quantification, le paiement comme système de vente et d'achat, et puis la production pour sortir de la rareté. Est-ce que cette représentation, qui a l'air évidente, est-ce qu'elle correspond à la réalité? Il suffit de se poser la question, cette fameuse production, d'où vient-elle? Elle n'est possible que pour autant qu'il y a une nature, une économie du vivant, et ça n'est plus véritablement une production, c'est une transformation au sens précis du terme. Il n'y a pas de production ex nihilo, puisqu'il y a une nature qui va être transformée. Et donc nous allons voir une évolution sensible de ce losange apparemment évident. Car ces productions, elles viennent d'une économie du vivant. L'économie du vivant, c'est ce qu'on appelle l'écologie. Et d'ailleurs, comme souvent, l'étymologie, l'histoire des mots nous renseigne sur des points importants. Écologie, c'est oikos logos. Donc oikos en grec, c'est la maison. Logos, c'est la théorie de la grande maison. Et normalement, on devrait dire que l'économie n'est qu'un sous-ensemble de l'écologie. Et ça paraît logique d'ailleurs, puisque nos petites maisons terriennes, puisque l'oikos nomos renvoie à la gestion de nos petites maisons terriennes, c'est les Grecs qui ont inventé cette approche, elle est évidemment dépendante de la survie de notre grande maison planétaire. Et donc, regardons comment fonctionne cette économie du vivant. Est-ce qu'elle fonctionne suivant le rapport au petit losange? Et qu'est-ce que nous allons nommer richesse? Le mot richesse, ça vient de rei, qui est du sanskrit, et ça signifie puissance, mais puissance créatrice. Ce n'est pas de la puissance dominatrice, normalement. La richesse, et donc cette puissance créatrice, elle correspond à la question qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Nous avons eu l'occasion au cours de cet après-midi avec certaines et certains d'entre vous de repartir de la question fondamentale de la richesse, qui est justement de se poser la question qu'est-ce qui compte le plus pour nous, êtres humains? Et quand on se pose cette question, on se rend compte que nous sommes des êtres reliés et qu'il y a deux grandes modalités de cette reliance. Il y a la reliance à la nature. Nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de nous vêtir, de nous transporter, etc. Là, on est dans l'ordre des besoins vitaux qui nous relient à l'univers et à la nature. Mais nous sommes aussi des êtres de reliance par rapport aux autres. Et là, c'est à la fois la question du sens, la question de la reconnaissance. Dans l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, quand on pose la question « qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies ?» et qu'on choisit un certain nombre de mots-clés pour le caractériser, on avait des mots tels que amour, famille, proche, etc., qui apparaissaient, et donc les demandes de sens, les demandes de reconnaissance font partie de cette reliance. C'est ce que les philosophes appelleraient un développement dans l'ordre de l'être qui est nécessaire et qui du coup n'est pas simplement dans l'ordre de l'avoir. Et donc l'économie, c'est une des modalités de cette reliance. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres modalités de la reliance, et par exemple, dans l'histoire des collectivités humaines, vous avez deux autres grands modes de reliance. Le premier, dans l'histoire des sociétés humaines, c'est le religieux,
qui vient très tôt, puisqu'on peut dire que le religieux, il commence avec l'émergence de la conscience de la mort, et notre propre espèce, les paléontologues, ils la repèrent comme étant notre famille actuelle, le mal nommé Homo sapiens sapiens, parce que comme le dit Edgar Morin, nous devrions plutôt nous appeler Homo sapiens des minces, tant la partie de folie est également présente. Mais en tout cas, le religieux, il est la première grande manifestation d'organisation des sociétés parce que, y compris, il répond à la question de la peur de ce qui paraît dangereux dans l'univers. La foudre qui tombe, par exemple, on va dire il y a des dieux foudres et comment on va organiser nos rapports à ces dieux et comment on va répondre à leur courroux supposé, par exemple en sacrifiant ce qu'on a de plus cher. C'est le sacrifice des jeunes hommes chez les Mayas. Le rapport entre peur, soumission, sacrifice est un élément constitutif qui va prendre beaucoup de temps pour évoluer. Après, on verra une autre forme de reliance qui est la forme politique. Les tribus, les cités, les États, les empires, tous ces éléments sont des formes de reliance, mais la caractéristique de ces reliances, je voulais vous montrer autre chose, bon, c'est pas grave. La caractéristique de ces reliances, c'est qu'elles sont sur un mode binaire, c'est-à-dire le religieux comme le politique vont organiser une communauté à l'intérieur des acteurs qui se reconnaissent soit dans la communauté de croyance, la communauté religieuse, soit dans la communauté de rassemblement politique, et ceux qui sont extérieurs à cette communauté, les infidèles, les étrangers, les barbares, à l'origine le mot barbare en grec veut simplement dire étranger, ils vont construire cette reliance sur cette modalité binaire. La grande innovation de l'économique, ça va être d'introduire une autre forme de reliance, ça c'est un petit peu plus loin, voilà, qui, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, n'est pas tant la production et l'échange de richesses, parce que la production et l'échange de richesses, on la voit dans l'économie du vivant et elle a besoin ni de monnaie ni de comptabilité pour procéder à toutes les fonctions de transformation, d'échange ou d'équivalent de l'investissement, l'épargne, le recyclage, etc. Mais la vraie fonction de l'économique par rapport aux religieux et aux politiques, et là on est en plein dans les thèmes de la paix économique, ça va être la possibilité d'échanger avec autrui, même si autrui n'est pas membre de ma communauté de croyance ou de ma communauté politique. Donc la vraie fonction de l'économie, la valeur ajoutée de l'économie, il est justement sur la pacification. Et la comptabilité et la monnaie dont l'économie du vivant n'a pas besoin, dont l'essentiel de l'économie humaine pendant 195 000 ans, puisque c'est à peu près il y a 5 000 ans que se trouve inventée la comptabilité et la monnaie, et auparavant on a bien des formes économiques mais qui ne sont pas de l'économie monétaire ou de l'économie centrée sur de la comptabilité. La vraie fonction de la comptabilité, par exemple, c'est d'être une mémoire de l'échange. Et cette mémoire de l'échange va permettre de créer les conditions d'une confiance, même entre des personnes qui ne se connaissent pas ou qui appartiennent à des communautés politiques et économiques divergentes. Et la monnaie n'est que l'unité de compte de cette comptabilité. Et donc, si on repère que la fonction principale de l'économie, c'est justement une fonction pacificatrice, on comprend mieux pourquoi, par exemple, un mot comme payer vient du latin pacare, qui veut dire faire la paix. Et on comprend mieux aussi la grande thèse de Montesquieu dans l'Esprit des lois, qui caractérise la fonction du commerce comme alternative à la guerre. C'est ce qu'il appelle le doux commerce.
Et donc, pour comprendre cette fonction de l'économie comme étant une fonction pacificatrice et voir au passage que notre idée reçue, qui est que l'économie est d'abord là pour créer et échanger des richesses, une fois qu'on a compris que la vraie fonction de l'économie était d'être pacificatrice, ça nous permet aussi de revenir en arrière sur la différence entre l'économie de la rareté, telle que nous avons l'habitude de nous la représenter avec le petit losange que je vous remontre à l'instant, organisé autour de la rareté de sa peur, de la quantité, de la production et du paiement. Et quand on revient sur cette économie du vivant, sans laquelle aucune production ne serait possible, eh bien là, on se rend compte qu'on a des choses qui sont sensiblement différentes, puisque, prenons un exemple simple, celui de la respiration, puisqu'on dit souvent que la première question économique, c'est celle du rapport à la nourriture pour des raisons de survie, mais avant même de nous nourrir, nous avons un besoin vital premier qui est celui de respirer. Et d'ailleurs, nous savons bien qu'on peut rester plusieurs jours sans se nourrir et on ne peut pas rester plus de quelques minutes sans respirer. Imaginons que les économistes aient construit les premiers travaux de l'approche économique, non pas sur la question de la nourriture, avec la peur du manque de nourriture, mais sur la respiration et le rapport à l'air. On voit bien à ce moment-là qu'on n'a pas du tout les éléments du petit losange. Par exemple, au sommet du losange, on n'a pas la rareté, on a l'abondance. Alors vous me direz, on l'a de moins en moins avec la pollution dans les grandes villes, mais justement, cette pollution résulte d'une rareté artificiellement provoquée. Avant des comportements destructeurs, le cas le plus fréquent, c'est qu'on a de l'air en abondance. Est-ce que cet air en abondance, il faut le payer? Non, pas encore, en tout cas. Peut-être qu'on va finir par avoir des multinationales de l'air après les multinationales de l'eau qui nous feront payer très cher l'accès à un air non pollué, mais la plus grande partie de l'histoire du vivant et la plus grande partie de l'histoire de l'humanité s'est faite avec un air que l'on pouvait respirer gratuitement. Donc le deuxième élément du triangle, ça n'est pas le fait de payer pour avoir accès à ce besoin vital, c'est la gratuité. Le troisième élément, c'est que l'air, on n'est pas dans un rapport de production par rapport à l'air que l'on respire. On est dans un rapport de transformation. C'est-à-dire, il y a ce souffle de l'univers que nous recevons et que nous allons transformer. Donc le troisième élément du losange, c'est la transformation beaucoup plus que la production. Et puis le quatrième élément, c'est la qualité, beaucoup plus que la quantité. Sauf les cas de maladies, asthme, crise respiratoire, etc. Dans les trois quarts du temps, la question principale de notre rapport à la respiration, c'est celui de la qualité de respiration. Ce n'est pas par hasard si toutes les traditions de sagesse ont en commun de nous dire que, paradoxalement, le plus difficile, c'est d'apprendre à bien respirer. Et donc, nous voyons bien que quand on se tourne vers l'économie du vivant, l'économie longue, l'économie sur plusieurs milliards, plusieurs millions d'années, y compris ensuite pour notre propre espèce pendant près de 195 000 ans, le propre de cette économie, c'est d'être structurée par un grand losange qui, au contraire du petit losange, est plutôt structuré par ces quatre pôles, abondance, gratuité, transformation et qualité. Et remarquez que cette économie longue dans l'histoire, c'est la même si nous prenons aujourd'hui des éléments déterminants dans l'économie contemporaine, tels que par exemple l'information et la connaissance. Pour traiter une économie de la connaissance et de l'information, nous sommes beaucoup plus proches du grand losange que du petit losange. L'essentiel
de nos informations et de nos connaissances sont en abondance. La plupart d'entre elles, nous pouvons y accéder gratuitement, justement quand il n'y a pas des opérations de rareté artificielles qui vont créer des limitations à l'accès à la connaissance. On est dans la transformation, puisque vous avez une connaissance, j'ai une connaissance, et la rencontre de nos connaissances va permettre une transformation vers de nouvelles connaissances. Et l'essentiel, c'est la qualité de cette connaissance. Vous allez sur Internet, avec n'importe quel moteur de recherche, vous allez avoir accès à des milliards d'informations et de connaissances. La vraie question, c'est comment vous allez sélectionner ces informations et ces connaissances. Et ça, c'est un processus qualitatif beaucoup plus que quantitatif. Seulement, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre ce grand losange, qui correspond à la fois à l'économie longue, l'économie du vivant, et en même temps à l'économie actuelle, l'économie de l'immatériel, de l'information, de la connaissance, l'économie post-industrielle, si je veux à tout prix mettre les éléments du petit losange comme éléments structurants du grand losange. Au lieu de partir de la biosphère à l'intérieur de laquelle se trouve l'économie du vivant, si je veux partir du petit losange, donc la représentation de l'économisme, eh bien, c'est là que je vais avoir une production artificielle de rareté. Par exemple, si je veux à tout prix marchandiser l'air, si je dis, moi, je veux de la marchandisation, de la quantification, et pour ça, j'ai besoin de la rareté, eh bien, effectivement, il va falloir que j'organise un marché de l'air pur. De la même façon qu'on a organisé à un moment donné un marché de l'eau potable, etc. Si je veux faire la même chose dans l'ordre de l'économie de la connaissance, il va falloir que je brevette, je mette des copyrights un petit peu partout. Et donc le résultat paradoxal, c'est que je vais devoir produire de la rareté artificiellement pour venir faire fonctionner la représentation du petit losange, alors même que normalement, je devrais être dans le lien entre l'économie du vivant et l'économie de la connaissance. Et donc, quand je travaille sur ces points-là, je vois bien qu'il y a un point aveugle très important qui est celui de ce qu'on a appelé les biens libres. Qu'est-ce qui fait que nombre d'économistes ne se sont pas intéressés à l'économie du vivant? C'est qu'ils ont justement déclaré que tout ce qui n'était ni rare ni cher, par exemple parce qu'ils étaient abondants et gratuits, donc l'air, l'eau potable, la plupart du temps les humains, n'avaient pas de valeur économique. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les biens libres. Eh bien, tout le retour aujourd'hui des questions écologiques, mais derrière les questions écologiques, nous avons les questions humaines, et y compris la compréhension que si un être humain n'est pas un être motivé, par exemple, par son activité, eh bien, sa valeur ajoutée va être beaucoup plus faible, revient à dire ces biens libres qu'on avait considérés comme sans valeur parce qu'ils n'étaient pas du domaine de la rareté, ils ont bien une valeur au sens fort du terme. On a eu l'occasion dans l'atelier auparavant de rappeler par exemple que le mot valeur, ça veut dire force de vie. Valor en latin, c'est la force de vie, aussi bien la force de vie physique, c'est ce qui donne la notion de corps valide, que la notion de force de vie psychique. Et à ce moment-là, on parlera d'être valeureux. Et si la valeur, c'est la force de vie, on comprend bien que les bénéfices, ce sont des activités bénéfiques sources de bienfaits, et pendant très longtemps, le mot bénéfice, c'est ce qu'il a voulu dire, que le contraire de bénéfice, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelait des maléfices, qui sont effectivement destructeurs de valeur au sens de destructeurs de force de vie, et qu'un autre mot clé que nous allons retrouver, qui est le mot de métier,
Métier, ça ne veut pas dire job, ça ne veut pas dire emploi, ça ne veut même pas dire travail. Métier, c'est un mot créé par le compagnonnage au XIIe siècle, à partir de la contraction de deux mots latins. Le ministère, ministère qui veut dire service, que l'on distingue du magistère qui veut dire maîtrise, et mystère. Un métier, c'est un ministère mystérieux. Pourquoi mystérieux? Parce que si on est dans l'ordre de la transformation de la matière, ça renvoie au mystère du rapport à la nature. Et si on est dans un métier relationnel, c'est le mystère de la relation à autrui. Et donc, les métiers, c'est ce qui correspond à nos axes de vie. C'est le fait de sentir que nous avons des projets de vie, des missions de vie. Et de ce point de vue-là, tout être humain est porteur de métier. Il n'y a pas de chômage du point de vue de la notion radicale de métier, parce que, par exemple, le premier des métiers, on peut dire que c'est un métier de chef de projet de sa propre vie. Et c'est l'intérêt de la société que ce métier soit exercé dans de bonnes conditions, parce qu'une personne qui n'arrive pas à prendre en charge sa propre vie, non seulement elle se détruit elle-même, mais les dégâts collatéraux qu'elle va faire autour d'elle vont coûter très cher à la société. Et là, le mot coût, on peut l'écrire tout aussi bien COUPS, coût de maltraitance par exemple, que COUTS. Donc vous sentez bien que nous sommes à un moment clé où il nous faut faire deux opérations. Un, reconnecter l'oikos nomos à l'oikos logos, c'est-à-dire de comprendre effectivement que nous ne pouvons plus nous payer le luxe d'avoir un type d'économie qui est complètement déconnecté des enjeux de nos écosystèmes nourricieux. C'est vrai du climat, on l'a vu encore avec la conférence de Paris, c'est vrai de la biodiversité, c'est vrai du problème des grandes pollutions, c'est vrai du problème de la pêche et des ressources halieutiques, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes plus justement dans cette situation où nous pouvons dire oh bien, à partir du moment où il y a des biens libres et où ils sont gratuits et abondants, nous ne nous posons pas la question. Si, nous devons nous poser la question parce que, à force d'oublier cette question, nous créons artificiellement une rareté qui peut produire peut-être des bénéfices monétaires, mais qui entraîne des destructions, donc des maléfices qui sont de plus en plus importants. Donc la première reconnexion, elle est par rapport à la question écologique. Et puis la deuxième reconnexion, elle est justement dans le rappel que la vraie fonction de l'économique par rapport aux politiques et aux religieux, c'est cette fonction pacificatrice. Et que la vraie fonction de la comptabilité et de la monnaie, c'est justement de permettre l'échange entre des acteurs qui, à l'intérieur d'un rapport religieux ou d'un rapport politique, ne rentreraient pas en échange, parce qu'ils sont trop étrangers ou trop en conflit les uns avec les autres. Mais si l'économie oublie que son principal objet est cette fonction pacificatrice, si l'économie elle-même redevient guerrière, par exemple parce qu'elle est absolument obsédée par la logique compétitive, eh bien vous avez un basculement extrêmement dangereux qui s'opère. Là où l'économie remplissant cette fonction de doux commerce dont parlait Montesquieu crée en même temps un appel d'air pour la pacification du religieux et du politique, inversement, quand l'économie redevient guerrière, elle tire le religieux et le politique vers des fonctions elles-mêmes guerrières. C'est exactement à ce type de rendez-vous que nous sommes confrontés aujourd'hui en Europe. Tant que l'économie européenne a eu principalement une fonction pacificatrice, et c'était le génie des fondateurs de l'Europe que de partir des industries de la guerre, l'industrie de l'acier, l'industrie du charbon, et de dire je prends les industries de la guerre et j'en fais les industries de la paix. La CECA, la Communauté européenne charbon-acier, qui a été l'ancêtre du marché commun. Et donc,
l'intuition originelle, c'était effectivement d'avoir une économie au service de la paix. Et c'est grâce à cette conception pacificatrice de l'économie que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a vu se constituer une économie, une communauté plus vaste qu'aucun des empires que l'on ait jamais connus, mais non pas par la guerre ou par la domination impériale, mais au contraire par des rapports pacifiques, et y compris en réunissant cet exercice absolument inouï qu'a été la réconciliation de peuples qui ont pu être en guerre aussi longtemps que, par exemple, les Français et les Anglais, et plus récemment, les Français et les Allemands. Par contre, à partir du moment où l'Europe a accepté la logique de la guerre économique qui lui était importée par notamment les approches venues des politiques instaurées dans les années 80 par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, à ce moment-là, non seulement on a vu la logique de pacification interne de l'Europe rentrer en crise, mais sa capacité à tirer le monde vers des logiques pacifiantes se réduire, et nous voyons aujourd'hui que, inversement, des logiques destructrices, non seulement à terme pour la paix, mais même tout de suite, immédiatement pour la démocratie. On vient de le voir encore récemment en Autriche, avec le fait qu'une extrême droite a atteint un niveau insoupçonné jusque-là dans un pays européen, peut se mettre en place. C'est ce que Joseph Stiglitz, qui est un des prix Nobel, disons, hétérodoxe d'économie, a appelé le double fondamentalisme, c'est-à-dire un fondamentalisme identitaire qui vient se nourrir des effets d'un fondamentalisme marchand. Ce que Joseph Stiglitz appelle le fondamentalisme marchand, c'est à peu près la même chose que ce que Karl Polanyi avait appelé dans son œuvre majeure, La Grande Transformation, le passage des économies de marché à des sociétés de marché. Passage qui peut paraître insensible. Il n'y a pas un jour précis où on dit ça n'est plus une économie de marché, c'est une société de marché. Mais ce passage insensible, il résulte du fait, pour reprendre l'image de Karl Polanyi, que le fleuve de l'économie de marché sort de son lit et va envahir d'autres ordres relationnels que l'ordre économique stricto sensu. Et par exemple, quand le marché envahit le politique, eh bien, ça vous donne de la corruption. Si le marché envahit les rapports de la sexualité et de l'amour, ben, ça vous donne la prostitution. Si le rapport au sens, la quête spirituelle, est structurée par une logique marchande, ben, ça vous donne aussi des sectes marchandes, etc. Et Karl Polanyi avait mis en évidence que ce danger, qui est insidieux au départ, il a un effet destructeur extrêmement important, puisqu'il finit par détruire la substance même des sociétés, et si on le laisse se mettre en œuvre, ben, il va produire des effets destructeurs qui, in fine, s'ils ne sont pas bloqués, peuvent conduire ensuite à des destructions plus graves encore, qui sont les destructions guerrières. Donc nous sommes à ce rendez-vous-là. Et ce rendez-vous-là, nous ne pouvons véritablement le saisir avec une chance de réussite que si nous nous souvenons que l'économie doit être reliée à l'écologie, que les éléments clés de l'économie du vivant, la longue histoire, et l'économie contemporaine, information et connaissance, ont les mêmes caractéristiques et qu'il nous faut penser non pas avec les catégories restreintes du petit losange, la rareté, la production, la vente et l'achat exprimés en monnaie et l'obsession quantitative, mais avec les catégories du grand losange, la transformation, l'abondance, la qualité et même, dans bien des cas, la gratuité, la catégorie des échanges interhumains gratuits, par exemple, est beaucoup plus importante que la catégorie des échanges interhumains marchands. Et le petit losange n'est qu'un sous-ensemble
de l'économie du vivant et de l'économie de la connaissance. Donc nous avons à changer de paradigme. Et puis le troisième élément, c'est qu'il nous faut revisiter la notion de création de valeur, de bénéfices et de métiers dans cette perspective-là. Et là, de nouveau, nous sommes dans un rendez-vous où, pour mieux avancer dans l'avenir, il nous faut aussi nous nourrir de même la mémoire longue du passé. Revisiter le fait que, par exemple, la valeur, c'est de la force de vie, donc que la valeur ajoutée, ça va être un supplément de force de vie, et que, par conséquent, il n'y a pas que les activités exprimées en termes monétaires qui vont être créatrices de valeur. Il y a quantité d'autres modalités de création ou de préservation de force de vie que exprimées monétairement. On peut être parent et transmettre de la force de vie. On peut être bénévole dans une association, il n'y a pas de flux monétaire, et pour autant, on va être complètement dans de la force de vie que l'on va soit préserver, soit transmettre, soit démultiplier. Inversement, vous pouvez avoir des valeurs ajoutées monétaires qui correspondent à des destructions de valeurs réelles. Vous avez des grandes pollutions, des grands accidents, etc., qui vont être comptabilisés monétairement dans la colonne positive. À l'époque où j'écrivais le rapport Reconsidérer la richesse, j'avais pris l'exemple du pétrolier l'Erika, qui, en se fracassant, avait souillé les côtes bretonnes. Mais du point de vue du produit intérieur brut, le fameux agrégat des comptabilités nationales, c'était le pétrolier qui était facteur de croissance, parce qu'il allait falloir remplacer le pétrolier, donc ça faisait fonctionner l'industrie fabricative des pétroliers. Vous aviez les indemnités versées par les assurances qui étaient comptabilisées positivement dans le PIB. Toutes les activités qui peuvent être liées à des accidents, à des catastrophes, etc., ont pour effet de générer des activités de remplacement, de réparation, d'indemnisation qui vont être enregistrées positivement dans les comptabilités. Il n'y a pas une colonne à part pour dire, par exemple, attention, cette valeur ajoutée monétaire, elle vient d'une destruction, d'un accident, etc. Et donc, si nous voulons réinventer à la fois l'économie du vivant, l'économie liée à l'écologie, et en même temps être en prise sur la nouvelle économie, qui est celle de l'information et de la connaissance, il nous faut revisiter la notion de valeur dans son sens premier, de force de vie. Il nous faut revisiter la notion de bénéfice au sens d'activité bénéfique, source de bienfaits. La notion de perte au sens de « attention, il y a destruction de valeur comme force de vie ». S'il y a destruction d'un écosystème naturel, par exemple, ça doit être enregistré en destruction de valeur, en perte. S'il y a une destruction, parce que, par exemple, la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, ça doit être enregistré comme perte, comme destruction de valeur. Donc vous sentez bien qu'à ce moment-là, la mémoire longue nous aide aussi à préparer les temps présents et à venir. Et la caractéristique de toutes les grandes conférences internationales depuis Stockholm jusqu'aux conférences de Rio, en passant par celle de Paris sur le climat, le sommet de la Terre de Johannesburg, au fond, c'est de dire nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un système d'information et d'évaluation là aussi au sens fort du terme, de délibération sur ce qui fait valeur comme force de vie. J'avais eu l'occasion, quand Michel Rocard était Premier ministre, de conduire à sa demande une mission sur l'évaluation des politiques publiques, et j'avais plaidé pour que l'on entende le mot évaluation, non pas dans un sens restreint de mesure, mais dans son sens fort de délibération sur ce qui fait valeur comme force de vie. Eh bien, si nous prenons le problème en ces termes-là, nous allons comprendre effectivement
une chose essentielle, qui est celle-là même qu'Amartya Sen, le prix Nobel indien d'économie, évoque sous le terme de capabilities, c'est que la grande question, c'est celle des potentialités créatrices. C'est le fait, pour reprendre la belle phrase de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, qu'il nous faut sortir de ce gaspillage humain exprimé par sa phrase « c'est Mozart qu'on assassine », pour créer des conditions d'aller justement vers ce que Hannah Arendt appelait dans La condition de l'homme moderne le passage de la logique du travail à la logique de l'œuvre, la pleine capacité des êtres humains de réaliser ce qu'il y a de plus haut dans l'activité humaine en laissant aux machines, que ce soit des machines industrielles, des machines agricoles avant-hier ou des machines informationnelles aujourd'hui, le soin de se charger des activités les plus pénibles, les plus redondantes, etc., pour libérer cette énergie et cette création vers des qualités de métier, des qualités d'œuvre, des qualités de vivre ensemble. Et l'ensemble de ces perspectives, à ce moment-là, effectivement, est contributrice de paix, contributrice de ce nouveau doux commerce dont parlait Montesquieu et qui est un des grands défis, justement, sur lesquels la chaire que Dominique anime sont décisifs. Eh bien, rappelez-vous une dernière chose, c'est que le mot « valor » en latin, comment se traduit-il en grec? Quel est le mot grec pour dire la force de vie? Eh bien, c'est « eros ». Eh bien, c'est bien la perspective de création de valeur au sens le plus fort du terme, qui est l'énergie érotique, l'énergie de la force de vie, qui évidemment est complètement organisée autour de la grande question de la qualité de l'énergie amoureuse. C'est ce qu'on peut appeler l'enjeu d'une stratégie érotique mondiale. Je vous remercie. Merci Patrick Vivray. Eh bien, devant cette abondance de notions et d'informations, Dominique, tu vas avoir maintenant le challenge de faire la transformation et de trouver le lien avec la paix économique. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais juste démarrer avec une personne, Francis, que tu as oublié tout à l'heure, c'est Vanessa, que je remercie également, qui est aussi dans la chaire pour ne pas l'oublier. L'année dernière, dans la conférence qu'on avait animée, Mathieu Ricard et moi, je m'étais amusé, je crois, en milieu de conférence, à prendre la référence d'un grand philosophe français qui s'appelait Francis Blanche, dans laquelle je disais qu'il serait peut-être temps de penser le changement plutôt que de changer le pansement. Et en réfléchissant à la conférence de cette année, je me suis dit, tiens, il y a encore une autre analogie possible dans la veine de Francis Blanche, qui serait de se dire, pourquoi ne pas penser la paix plutôt que de penser la plaie? Et je vais démarrer à partir de cet endroit-là. J'ai un rôle un peu compliqué ce soir, que je n'ai pas complètement l'habitude de faire, qui est de jouer le rôle de répondant, c'est-à-dire de ne pas avoir préparé énormément de choses personnelles, mais de démarrer sur les propos de Patrick pour voir comment je peux créer du lien entre ça et ce qu'on a décidé de faire dans ce lieu de recherche, dont l'objet c'est de voir comment on peut redonner à l'économie son rôle pacificateur. J'ai noté un ensemble de points pour lesquels je vais essayer de donner un peu de logique. Le premier, c'est comme tout à l'heure Patrick disait, si l'économie redevient guerrière. Ce qui a fait à un moment donné qu'on s'est posé la question en tant que chercheur de la création d'un lieu de recherche sur la paix économique, ça a été très simple. J'étais un spécialiste du stress au travail, vous pouvez rajouter de la souffrance au travail. Il y a 8 ans, la France connaissait une vague de suicides, en tout cas les médias parlaient de la vague de suicides dans les entreprises, et un de mes collègues me dit, tiens, on peut dire complètement aujourd'hui qu'on est dans une culture de guerre économique, puisqu'on a un langage qui est relativement agressif, et dans une école de management, on sait très bien qu'une part du langage qui est transmis peut être un langage agressif. Il suffit de penser à une OPA. OPA contient bien agressif à la fin. On a des comportements qui sont agressifs, soit à l'intérieur de l'entreprise pour les collaborateurs entre eux, soit entre les clients et les collaborateurs d'une entreprise, et on a des dommages collatéraux, les suicides, le burn-out, la dépression, etc. Et ce jour-là, mon collègue me dit, et si on s'amusait à imaginer un cours qui parlerait de paix économique? On a cherché un petit peu pour voir si des gens parlaient de la paix économique, et on n'a pas trouvé, en tout cas dans un premier temps.
J'arrive à la fin d'une année que je suis encore en train de passer aux États-Unis, dans laquelle je contribue à différentes choses, mais entre autres à écrire un livre sur la paix économique. Et je me suis dit, je vais reprendre ce travail-là, essayer de voir qui, dans les 100 dernières années, s'est intéressé à la paix économique. Alors quand je suis remonté un peu plus loin, je suis retombé sur Montaigne moi aussi, sur le doux commerce, mais je me suis cantonné à partir de 1900 et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'intéresse à la paix économique, c'est juste après une guerre, 17, 18, 19, donc on a pas mal de gens qui s'intéressent à la paix économique, on a aussi des gens qui s'y intéressent 45, 46 jusqu'à 48, et des gens qui s'intéressent à la paix économique juste avant la suivante. C'était une découverte un peu particulière, parce qu'à la fois je me suis dit, tiens, c'est rigolo, jusqu'au moment où je me suis dit, oui, rigolo, pas si sûr, parce que si nous, on commence aussi à s'intéresser à la paix économique et que la guerre de derrière est un petit peu loin, quand est-ce qu'arrive la prochaine? Mon propos n'est pas d'être alarmiste à cet endroit-là, il est plutôt de dire, et ça aussi Patrick l'a évoqué tout à l'heure, finalement, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on s'est intéressé au lien entre la paix et l'économie, on s'est intéressé à ces dimensions-là à partir d'un temps de conflit. Et le propos qu'on a dans ce centre de recherche, c'est de se dire, mais et pourquoi on ne s'intéresserait pas à la paix en dehors du temps de conflit? Pourquoi l'entreprise ne reprendrait pas son rôle que Patrick présente d'une certaine manière en redisant ce qu'on a construit ou co-construit, chercheurs et dirigeants d'entreprise, dans la vision qu'on a donnée à ce centre de recherche, en disant le but d'une entreprise, c'est de s'inscrire dans la société et de contribuer au bien commun. Je le redis, on a posé dans la vision de ce centre de recherche, le but d'une entreprise, c'est de s'inscrire au cœur de la cité et de contribuer au bien commun. Point. Après, pour contribuer à ce bien commun, qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise? C'est qu'elle soit capable d'apporter ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire la dimension économique. Le corps médical nous apporte la santé, le corps juridique nous apporte la sécurité, et bien le corps économique a comme mission de nous apporter les moyens qui vont nous permettre de nous développer. C'est un point pour moi important parce que depuis maintenant un certain nombre d'années qu'on travaille sur la paix économique, très vite on reçoit, et peut-être que ça vous a traversé l'esprit, un ensemble de critiques. L'une d'entre elles me plaît toujours beaucoup, elle parle des bisounours. Et la position des bisounours serait finalement de dire, quand vous parlez de paix, ça veut dire que vous ne considérez pas l'entreprise comme un lieu qui peut faire du profit. Notre propos est absolument pas là. Bien entendu qu'on maintient cette idée que l'entreprise a à faire du profit, au moins pour une raison, Patrick aussi en a parlé, c'est par le marché, par le commerce et par l'économie, je vais pouvoir créer du lien avec celui que je ne connais pas, celui qui n'est ni dans ma fratrie, ni dans ma famille, ni dans mon environnement proche. Et si vous refaites un lien, pour ceux que ça intéresse, avec Hobbes, où tout le monde s'est arrêté en disant « l'homme est un loup pour l'homme », en fait, ce que disait Hobbes, c'est « l'homme est un loup pour l'homme quand je le mets en situation de danger ». Et Hobbes commençait à évoquer l'idée que l'un des intérêts du marché et l'un des intérêts du commerce, c'est que justement, il va me permettre d'être en contact avec quelqu'un que je ne connais pas et qui pour autant ne va pas rester un étranger parce que je vais créer un lien particulier avec lui qui est le lien commercial. Donc cette entreprise va créer du profit. La vraie question, c'est du profit pourquoi ? Est-ce que je crée du profit parce que le but de l'entreprise, c'est de créer une richesse financière, ou est-ce que je crée du profit parce que le but de l'entreprise, c'est d'aller ouvrir sur l'ensemble des autres richesses qu'a évoqué Patrick? Ça me fait penser à un autre point qu'on a évoqué cet après-midi, qui est l'idée de croissance-décroissance. Parmi nous, on a des collègues, j'en ai vu un sur ma gauche, qui traitent de l'économie de la décroissance. Et cet après-midi, à l'issue des réflexions, je leur disais, ou je partageais avec eux cette idée de « je comprends l'idée de la décroissance quand on la pose par rapport aux bénéfices sur ce qui va permettre d'être contributif au bien commun et sur ce qui, à un moment donné, bien que les chiffres semblent être positifs, va générer du maléfice. Donc, qui pourrait nous faire croire à tout prix qu'il faut qu'on court vers une décroissance. Mon seul souci dans cette idée-là, c'est j'ai du mal à imaginer un être humain en mouvement qui, à un moment donné, n'a pas besoin que quelque chose croisse. Par contre, ce en quoi je crois, c'est doit-on toujours penser la croissance sur une dimension verticale? Est-ce que la croissance doit être un toujours plus de finances, toujours plus de production, avec le risque à un moment donné d'avoir tellement produit qu'il va me falloir créer artificiellement la rareté pour ne pas perdre mon prix? Et est-ce que je ne peux pas penser la croissance d'un point de vue horizontal, c'est-à-dire permettre à un moment donné de penser les richesses dans un autre lieu et de faire de l'entreprise, à mon avis, une des choses qui est la plus jolie de ce que peut apporter l'entreprise, c'est-à-dire d'en faire vraiment un endroit dans lequel la joie va pouvoir réapparaître, dans laquelle je vais prendre un autre mot qui est plus présent habituellement, dans laquelle je vais retrouver du sens, dans laquelle je vais avoir envie d'aller pour une raison majeure, c'est que je vais contribuer à la société dans laquelle je suis inscrit.
puisque finalement l'homo sapiens est un homme grégaire et que son propos principal c'est contribuer avec l'autre. Ça me fait faire un autre pont. Dans le titre de cette chaire de recherche, on a un premier mot qui s'appelle pleine conscience, pour une raison majeure qui a été de dire ce en quoi on croit. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer vers quelque chose de différent. Par contre, on s'est dit quelque chose, c'est on pense qu'il y a besoin d'avoir un travail sur l'intime. Dans les mots de Patrick cet après-midi, mais encore ce soir, on l'avait sur un mot, sur une phrase particulière qui était de dire faire métier de notre propre vie. Faire métier de ma propre vie quand je suis dans un environnement professionnel, que je sois salarié ou que je sois manager, c'est finalement me poser la question de à quoi je contribue, qu'est-ce que je fais là. Et plutôt que de rester dans un système où quand le développement personnel, qui à mon avis fait aussi partie du développement scolaire, quand le développement personnel pose la question d'être au lieu d'avoir, ce qui m'intéresse encore plus, moi, c'est poser la question du être avec. Et me rendre compte que si j'arrête le travail de faire métier de sa propre vie, si je l'arrête à la dimension de l'être, je pourrais presque dire que c'est pas si mal, on est en train d'avancer, sauf que j'oublie que je ne suis pas indépendant et non connecté, et qu'au contraire, je suis connecté et que la dimension du être avec va être très importante, quasiment fondatrice. Ça pose maintenant, si je commence à parler du être avec, une autre question qui s'éloigne assez fortement du lieu de travail, qui est la question de la spiritualité, que Patrick a évoqué tout à l'heure aussi. Je viens de passer mon année dans un lieu de recherche multidisciplinaire, mais dont le fondement est un lieu de recherche en théologie, avec une intention particulière en point de départ. Je ne suis pas théologien, je suis bien prof dans une business school, mais avec une intention particulière qui était de dire comment on peut redonner à la spiritualité une de ses places fondamentales, qui est de dire j'entre dans la spiritualité à partir du moment où je me pose une question qui va au-delà de mes besoins quotidiens standards. Et donc, si je pose la question du lieu de travail dans qu'est-ce que c'est que être avec l'autre, qu'est-ce que c'est que de créer bénéfice avec lui, je commence à poser de fait la dimension de la spiritualité. C'était un autre mot qui, pour moi, avait un intérêt particulier. Alors, ce schéma qui est un petit peu compliqué, il va tenter de répondre à la question que vous poseriez, en tout cas pour ceux qui ne m'ont jamais écouté parler de ça, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de paix économique ? Comme je vous le disais tout à l'heure, elle est née chez nous, non pas comme une opposition à l'idée de guerre économique, en tout cas au départ, mais plus comme un contrepoint, en disant finalement personne ne se pose la question de pourrait-on imaginer l'économie d'une autre manière. Point numéro 1. Point numéro 2, elle est née avec cette idée de, à chaque fois qu'on parle de paix, on parle de paix en rapport à la guerre. Est-ce qu'on peut sortir cette économie simplement de son rapport à la guerre et voir comment elle peut être pacificatrice simplement par le fait d'être présent et d'être un des rouages ou une des huiles qui va permettre à la société de fonctionner correctement. Or, pour vous dire ce qu'est la paix économique, je vais le faire en deux temps. Vous pouvez démarrer par la gauche. Et la première chose a été de dire, nous ne pensons pas la paix économique comme étant un but à atteindre. Je vais partir moi aussi chez mes philosophes. Aristote nous a été utile pour beaucoup de choses et on a oublié toute une petite partie des développements d'Aristote pour focaliser sur un seul, qui a été la capacité à catégoriser, à identifier et à pouvoir porter notre attention sur les aspects saillants des objets, ce qui nous a permis le développement de la science et plus tard de l'économie. Le problème de cette catégorisation, ça à un moment donné était de croire que les choses étaient séparées les unes des autres. Aristote a fini par nous amener à créer des boîtes, à créer des dimensions séparées, et à oublier qu'entre ces dimensions séparées, il se passait des choses. Si vous partez de cet endroit-là et que vous le combinez avec la dimension judéo-chrétienne, qui deviendrait donc une dimension gréco-judéo-chrétienne, dans laquelle finalement vous allez gagner votre pain à la sueur de votre front, et si vous travaillez bien, vous aurez une chance d'atteindre le paradis, vous générez un système de croyance particulier qui nous dit que systématiquement ce que nous avons à faire à partir d'un problème spécifique, c'est d'imaginer au loin devant nous le changement où nous voulons voir survenir et de lui donner une forme particulière. Ce qui généralement produit, quand on parle de paix économique, la croyance que nous serions en train de vous dire, la paix économique, c'est un état particulier qu'on va vous proposer de mettre en place dans le monde dans les années à venir. Ce en quoi je ne crois absolument pas. Par contre, ce en quoi je crois, c'est de me dire, tiens, finalement, depuis des années, j'entends les entreprises parler de la problématique du sens, et dans le même temps, je les entends parler de la problématique des valeurs. Je baisse la tête parce que j'ai cherché les liens avec ce que disait Patrick tout à l'heure, qui était valeur, force de vie, et la raison pour laquelle l'entreprise, à un moment donné, travaille sur les valeurs, c'est bien celle-ci.
c'est bien de se dire, de la part du dirigeant, de la part des employés, des managers, à un moment donné, de se dire, bon sang, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut reporter notre attention sur ce qui fait force de vie dans notre entreprise, ce qui nous donne envie de venir, ce qui nous donne envie de partager, ce qui nous donne envie de produire pour que ça fasse sens pour le bien commun. Si je pense cette dimension de valeur, son vrai intérêt, c'est que se passe-t-il juste après? L'entreprise investit, travaille sur les valeurs, fait venir des consultants, accroche les valeurs au mur, le temps s'écoule, et puis je vais au travail, et tout à coup je regarde les valeurs sur le mur, et je me dis waouh, il y a une sacrée différence entre ce que je suis en train de vivre tous les jours et ce que je suis en train de voir sur le mur. La question devient donc, est-ce que je peux commencer à penser la paix, non pas comme un état à atteindre, mais simplement comme l'engagement d'une orientation. C'est-à-dire cette valeur qui est très fragile, qui est très évanescente, certainement pas la rejeter parce qu'elle a été difficile à construire et que je me rends compte qu'on n'arrive pas à la mettre en action. Elle est difficile à créer, cette force de vie, mais simplement me dire je vais la conserver comme une orientation particulière, comme un cap pour l'ancien pilote que je suis. J'ai un cap devant moi et je me dis que finalement cette valeur, c'est le cap que je vais conserver. Vous voyez que si je le prends de cette manière-là, pour jouer avec les mots, comme le faisait mon collègue tout à l'heure, je transforme le rapport que j'ai avec ce mot de valeur, je transforme le rapport que j'ai avec mon habitude de projeter sur quelque chose que je devrais atteindre, et je peux commencer à mettre en action tout de suite ce qui va générer ma valeur. Si j'ai posé comme valeur dans mon entreprise le respect, il ne suffit pas de le mettre au mur, il va falloir à un moment donné que je me pose la question, qu'est-ce qui va me permettre dans mes comportements, dans mes attitudes, dans mes décisions, que cette valeur soit mise en place. C'est mon premier niveau. Très difficile à mettre en place, pour la raison évanescente que j'évoquais. On descend d'un cran. Deuxième niveau, si je commence à penser la paix, non plus simplement comme une orientation, mais comme un chemin particulier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un chemin? Ça veut dire, si je reprends les mots de Patrick, est-ce que je peux percevoir le travail comme une œuvre particulière? Qu'est-ce que ça veut dire dans mes mots à moi, qui suis complètement en lien avec l'entreprise? Est-ce que je peux repenser et travailler sur les procédures, sur les processus, sur les modalités managériales et sur les modalités de gouvernance pour qu'elles soient plutôt génératrices de bénéfices, y compris d'un point de vue humain, plutôt que de maléfices? Je vais vous prendre deux exemples qui sont ceux que je prends habituellement. Le premier, c'est un exemple individuel, donc je ne prendrai qu'un exemple. Un exemple individuel, vous avez une réunion un matin et vous êtes le leader de cette réunion, vous engagez votre réunion. À un moment donné, l'un de vos collaborateurs vous met en défaut parce qu'il n'est pas d'accord avec vous et en plus, il vous met en défaut d'une façon pas très agréable. J'ai le choix à ce moment-là de ne pas conserver la paix comme orientation et d'oublier mes valeurs, puisque maintenant il est en train de m'agresser, de basculer sur un mode habituel qui est un mode d'évitement, et soit de lui répondre avec toutes les stratégies possibles de l'évitement de quelque chose qui serait « je suis d'accord avec toi » alors qu'au fond de vous, vous êtes en train de vous dire « tu vas voir quand on sort de la réunion ». Ou alors vous pourriez quitter la réunion en claquant la porte, qui serait une autre façon d'éviter. Et si je bascule sur l'autre stratégie habituelle, vous sentir beaucoup plus puissant que votre collaborateur, sortir votre gourdin, taper très fort sur la tête en disant « de toute façon, c'est moi le patron ». Ça, on est en train de parler de ma modalité et de mon rapport managérial. La paix comme chemin, c'est est-ce que je peux commencer à réfléchir la transformation de façon très très concrète, dans mon exemple sur les valeurs et sur les comportements managériaux qui vont permettre de promouvoir la douce paix comme le doux commerce tout à l'heure, plutôt que de conserver des comportements qui vont générer du maléfice plutôt que du bénéfice. Cet endroit-là est un peu plus concret que le précédent. Vous devez certainement, si vous êtes comme moi, vous souvenir que la dernière fois que quelqu'un vous a mis en colère, c'est beaucoup plus facile à raconter derrière un micro que de faire en direct. Parce qu'une fois que l'émotion est venue, et ça va être un des autres points que je mettrai en lien avec ce que disait Patrick, finalement, personne, jamais, ne nous apprend à gérer correctement les émotions qui apparaissent et à les transformer dans un comportement qui sera générateur de bénéfices plutôt que de maléfices. Pour autant, pour le chercheur que je suis et qui travaille plutôt sur les aspects psychologiques, la recherche nous donne un ensemble de clés fabuleuses pour voir comment transformer ces comportements-là. Ça reviendrait à dire, si je pense au monde de l'éducation, et particulièrement au monde de l'éducation des futurs managers, que je sois dans une business school, dans une école d'ingénieur, dans une fac de médecine et autres, ça reviendrait à dire, est-ce qu'à un moment donné, on peut poser dans la question des compétences du manager, réellement la question des compétences humaines? Quand je dis réellement, c'est-à-dire ne pas faire une conférence sur les émotions le samedi matin ou le dimanche soir, et considérer cette compétence de la gestion émotionnelle comme étant une compétence cœur du manager,
sur laquelle viendra se greffer la compétence technique et qui lui permettra de mettre en œuvre correctement sa compétence technique. Donc là encore, quelque chose d'un peu plus concret, pour autant toujours compliqué à mettre en œuvre. Le dernier point de cette paix économique, j'ai considéré la paix comme orientation, je la considère comme chemin. Est-ce que maintenant je peux la considérer comme une fondation, comme un point de départ? Est-ce que je peux, quand je me lève le matin, Marc Aurèle, je vais prendre lui pour référence, moi cette fois-ci, Marc Aurèle disait, quand je me lève ce matin, dans ses lettres à Lucilius, il dit, quand je me lève le matin, je me pose la question de comment je vais faire acte d'homme, au sens le plus large, mesdames, entendez hommes et femmes au sens de l'humanité. Dans la paix comme fondation, on est exactement à cet endroit-là. Mon manager, qui tout à l'heure sortait de sa première réunion et était en colère parce qu'il s'était fait agresser, comment fait-il entre cette première et sa deuxième réunion pour arriver dans la deuxième réunion qui va être une négociation commerciale dans un état qui lui permettra de réellement rentrer en relation avec les clients ou avec les fournisseurs avec lesquels il va être? La façon qu'il va avoir d'y entrer va être sa façon de faire acte d'homme. Et sa façon de faire acte d'homme dans ce qu'on est en train de partager avec vous, c'est finalement de considérer qu'il sera certainement plus efficace en termes de bénéfices pour le bien commun à basculer sur un mode pacifique et de trouver un temps pour apaiser ses émotions, pour apaiser son physique, pour apaiser ses pensées. Et vous vous souvenez de tous les films et toute la messe que vous pouvez vous faire quand vous êtes en colère et que vous basculez dans la réunion suivante, apaiser ces éléments-là pour pouvoir sincèrement rentrer en relation. Ce schéma basculait dans l'autre sens, et il était dans les deux sens, puisqu'on avait sur la gauche quelque chose que je qualifierais de stratégique, une réflexion de point de départ, en disant quand je suis dans mon entreprise, je vais penser la paix en termes d'orientation en pensant à ma mission, en pensant à mes valeurs, en pensant à ma stratégie. Je vais penser au chemin en pensant aux structures que j'ai construites, en pensant aux procédures que j'ai mises en place. Je vais penser à la mise en action au socle en pensant à la formation et au développement des compétences de mes collaborateurs et de mes managers. Et tous ces éléments-là vont se mettre en œuvre de façon effective dans la deuxième partie du schéma dans laquelle je repars, qui, elle, redémarre, je vais reprendre les mots de Patrick, dans faire métier de sa propre vie. Et je le redis, la raison pour laquelle on a utilisé la pleine conscience, c'était de dire j'ai besoin, à un moment donné, de faire métier de ma propre vie, de ressentir comment je m'engage et comment je vais pouvoir passer dans l'étape suivante, qui est de faire œuvre commune. Un petit point spécifique, et je crois que j'arriverai au bout sur cette idée de pleine conscience. Elle fait beaucoup d'échos en ce moment parce qu'elle est très en vogue. Elle fait des échos dans un endroit qui nous convenait bien au début puisqu'elle est un petit peu plus connue. Elle crée du maléfice, si je reprenais ce mot-là, puisque l'une des difficultés qu'on a, c'était mon propos de tout à l'heure avec l'idée d'Aristote, c'est à un moment donné de continuellement prendre une catégorie particulière, la catégorie des méthodes qui vont me permettre d'aller bien, et comme je souffre au travail, de croire que parce que je vais appliquer une méthode particulière, j'irai mieux. Si je le dis autrement, il y a une tendance dans le monde de l'entreprise à instrumentaliser systématiquement ce qu'on trouve de l'extérieur, puisque je suis en train de focaliser sur la seule chose qui semble compter, la richesse financière. Et je pense que l'application instrumentale de l'outil que je trouve à l'extérieur va me permettre de créer une richesse qui sera plus importante, richesse financière. Ce qui est important pour nous en tant que chercheurs et pour nos partenaires entreprises, puisqu'encore une fois, on est dans un conglomérat de formation, de travail et pas dans quelque chose qui est linéaire, ce qui est important pour nous dans cette idée du travail sur sa propre vie, ça n'est pas cette dimension instrumentale, ça n'est pas l'idée que parce que j'applique une méthode, je vais voir des éléments bouger en sortie, amélioration du bien-être, diminution du stress, amélioration de la satisfaction, etc. Au contraire, c'est celle de pouvoir vivre pleinement sa vie. Et l'objet central de la pleine conscience, c'est finalement me mettre en contact le mieux possible avec la réalité que je suis en train de vivre, intérieure et extérieure, me rendre compte que quand mon collègue m'agresse, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur, parce qu'il me met en défaut, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la colère, parce que je ne me sens pas respecté, puis il y a un tout petit bout qui dit qu'il a raison, parce que sur le point qu'il est en train de soulever, c'est quand même pas complètement faux. Comment je fais pour saisir cette espèce de bouillie, qui est un petit peu grise, avec laquelle je ne sais pas comment faire, pour une seule chose, pas pour réduire mon stress, mais pour pouvoir retourner vers lui avec quelque chose de réellement coopératif et de réellement opérationnel, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait ressembler, si j'allais vite maintenant, à « quand tu dis ça, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand tu le dis comme ça me blesse et j'ai besoin qu'on vive les choses différemment. » Je vais terminer sur ce point-là, on va avoir du temps pour les questions, mais certainement que le point central pour moi ce soir, finalement, dans le lien qui peut y avoir entre comptabilité, bénéfices et paix économique, c'est
si je pouvais presque le dire avec un s'il vous plaît, cette dimension de paix, essayons de la voir comme étant qu'est-ce que je peux faire maintenant à partir du point où je suis. Puisque l'une des autres remarques qu'on a habituellement, c'est « vous rêvez complètement, de toute façon, dans le monde du travail, c'est bien plus dur que ça ». Et ma réponse serait « ben justement, si c'est bien plus dur que ça, qu'est-ce que vous voulez faire à partir de maintenant ?» Merci beaucoup. Merci Dominique. Bon, j'imagine que vous avez eu beaucoup d'éléments de réflexion. Concernant les questions, je vais vous demander un petit peu de discipline. S'il vous plaît, levez la main. Des micros sont à disposition. Utilisez-les de façon à ce que tout le monde puisse bien entendre la question. Vous avez signalé la raréfaction du travail par les machines. Quand on voit les camions actuellement qui traversent les États-Unis en autonomie, on s'imagine que le travail va se raréfier. Donc pour entrer dans le monde du vivant du travail, on imagine un travail en abondance, de créativité, dans lequel les gens vont faire mission de vie, donc forcément vont transformer leur énergie positivement pour faire de la qualité. Si on prend le grand losange. Donc quel est ce modèle de travail en abondance et gratuit que vous voyez pour pouvoir faire la bascule demain ? Je commence. C'est exactement ce que Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, appelait le passage de la logique du travail à la logique de l'œuvre. Alors, le mot travail, il est devenu tellement dominant qu'il faut, si on garde le mot travail, au moins distinguer, comme l'avait proposé André Gorz, le travail contraint du travail choisi. Parce que le travail choisi, c'est celui qui va vers le métier, qui va vers l'œuvre, etc. Le travail contraint, c'est celui que je fais dans des conditions de pénibilité et de dépendance uniquement pour des raisons de nécessité de survie. Mais ce que dit Hannah Arendt dans sa distinction entre le travail et l'œuvre, c'est paradoxalement ce que tous les grands économistes qui ont une approche pluridisciplinaire ont dit aussi. Par exemple, Stuart Mill évoque dès 1848 ce qu'il appelle le problème de l'état stationnaire et de la saturation de la croissance matérielle des sociétés. Voilà une question très actuelle. Et Stuart Mill dit ça va créer la panique chez mes collègues économistes, mais c'est en réalité une bonne nouvelle parce que ça va permettre d'autres formes de progrès, de libération d'énergie, du progrès moral, du progrès artistique, du progrès spirituel, etc. etc. Adam Smith, qui écrit la théorie des sentiments moraux et qu'il faut lire en même temps que la richesse des nations, il dit à un moment cette chose étonnante, quand l'économie aura rempli son office qui est de sortir de la pénurie, on va pouvoir s'occuper de la chose importante qui est ce qu'il appelle la construction de la République philosophique. C'est-à-dire le moment où on va se poser les questions de l'essentiel. Et donc, quelque chose qui est très proche de ce que Marx dira à travers le thème du passage du règne de la nécessité au règne de la liberté. Keynes, vous voyez que je prends volontairement des économistes qui, a priori, sont en grande divergence. Marx, Keynes, Smith, etc. Keynes, à la fin des essais pour l'économie et la monnaie, dans un texte tout à fait passionnant qui s'appelle « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », qu'il écrit en 1930, donc un an après le déclenchement de la grande crise de 29, commence son chapitre par cette phrase étonnante « Nous ne vivons pas une crise économique, mais une crise de l'économique. » Même quand on s'appelle Keynes, écrire en 1930 « Nous ne vivons pas une crise économique », c'est gonflé. Il dit « Mais ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de l'économique, ce n'est pas une crise économique, puisque la preuve, nous vivons une crise de surproduction. Donc ce n'est pas une crise de pénurie, ce n'est pas une crise de rareté. Mais c'est une crise de l'économique parce que si nous ne savons pas, dit-il, avoir une mutation culturelle qui est à la hauteur
de la mutation technique et économique qui a été capable de produire de l'abondance, nous allons, Dickens, vers une dépression nerveuse collective. Il utilise un terme la même année où Freud écrit « Malaise dans la civilisation ». Donc vous voyez, si je reprends cette chaîne-là, la perspective que vous évoquez, c'est en fait la perspective que tous les grands économistes ont perçue, qui est que justement, la grande question, c'est ce que les philosophes appelleront le développement dans l'ordre de l'être plutôt que la course dans l'ordre de l'avoir. Mais ça suppose effectivement, d'une certaine façon, la technique est là pour nous permettre ça, l'aspiration de la plupart des humains, elle est là, l'exigence écologique, elle va de pair, parce que si on veut aller vers des sociétés plus sobres, etc., il faut arrêter la course à l'avoir, à l'hyperconsommation, etc. Mais ça suppose effectivement des transitions et des changements comportementaux importants qui vont complètement dans le sens que ce que Dominique vient d'expliquer à l'instant. Et mon micro fonctionne. Le point que je pourrais rajouter, ça ne va peut-être pas être complètement satisfaisant. En tant que chercheur, dans notre équipe, pour l'instant, on tente de faire quelque chose, et s'il y a des chercheurs dans la salle, ils vont comprendre ce que je vais dire, on tente de ne jamais répondre à la question qu'on nous pose de « pouvez-vous nous donner aujourd'hui une définition de ce que vous appelez la paix économique ?» Pour une raison majeure, on est sur une réflexion qui date depuis longtemps, pour laquelle, à chaque fois, elle est éludée quand elle commence à apparaître. Et la position qu'on est en train de prendre, c'est de se dire, si dès maintenant, on commence à mettre en place une définition de la paix économique, si je reprenais le petit triangle, toute personne qui est dans la peur parce que se passe un phénomène économique particulier va tenter d'instrumentaliser une partie de ce qu'on est en train de raconter, pas à des fins initialement négatives, mais simplement parce qu'elle a un besoin de survie particulier. Et finalement, d'une certaine manière, la question, je vais vous la retourner en disant que notre intérêt à nous, c'est commencer à dire, ce que faisait Patrick quand il a démarré, commencer à dire, est-ce qu'on peut reprendre les mots, reposer ces mots, les re-questionner et voir ce qu'ils sont en train de dire. Quand Patrick parle du ministère, cet après-midi, on en a discuté un instant, j'y rajoute habituellement le samouraï, je ferai une petite parenthèse tout à l'heure parce qu'elle m'avait fait sourire à l'époque, mais elle m'avait questionné quand même. Ministre et samouraï ont la même étymologie, se mettre au service. Grand serviteur de l'État, chez nous d'ailleurs, dont on peut questionner la réalité de temps en temps. Est-ce que vraiment je suis au service ou est-ce que je suis juste dans un jeu de pouvoir ? Si je regarde une institution comme celle qui est juste à côté, dans laquelle on travaille, est-ce que l'objet d'une institution comme celle-ci, c'est de former des managers qui vont avoir une perception d'eux-mêmes comme des gens qui vont être en pouvoir, l'un de ces pouvoirs étant gagner plus, puisque c'est aussi ce qu'ils vont percevoir à travers les messages, même si ce n'est pas le message explicite, c'est bien ce que diffuse notre structure économique habituelle. Est-ce que si on commence à penser le modèle éducatif qui amène un étudiant à considérer que son rôle fondamental, ça va être la responsabilité d'être au service, et finalement, plus il va être dans un poids hiérarchique important, plus son service, le service qu'il va avoir à rendre va être important. Et si je me mets à ce moment-là à associer au service l'autre valeur de courage, dont l'étymologie est le cœur, et qu'on réussit à réamener ce jeune étudiant qui, quand il arrive à 19 ans ou 20 ans, est complètement emballé par ce qu'il a à faire. Il a des envies incroyables de changer la planète. Si plutôt que d'en faire quelqu'un qui va être relativement façonné dans un modèle habituel, on lui redonne cette capacité, cette valeur, cette création de vie au service, en même temps qu'on lui redonne la capacité du cœur, la capacité forte dans laquelle il va pouvoir faire valoir dans sa communauté des dimensions de bienveillance, des dimensions de partage, et la dimension de son rôle, qui peut-être va être un rôle dans lequel il va discerner, on lui donne une chance, pour boucler sur votre question, de pouvoir commencer à réinventer, ce qui va lui permettre de passer sur ce que j'appelais tout à l'heure une croissance qui va être horizontale, c'est-à-dire qui va reposer la question de toutes les richesses qu'on peut développer dans le monde de l'entreprise, et pas seulement de la seule qu'on a fini par complètement isoler, qui était la richesse financière. Si je disais de façon courte ma réponse à votre question, c'est « je ne sais pas aujourd'hui ». Et je n'écrirai jamais un livre qui dira « voilà comment vous devez faire ». Dans les partenaires qui travaillent avec nous, on a mis en place une communauté de pratique, y compris pour des raisons légales, puisqu'on a créé une fondation et que dans la fondation, on doit avoir des travaux d'intérêt généraux. Et on a demandé à chacun de nos partenaires, plutôt que de vous proposer en tant que chercheur des modèles particuliers que vous allez appliquer aux entreprises, dites-nous donc quel est le chemin sur lequel vous voulez travailler.
De façon collective, les entreprises et les chercheurs ont dit ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les changements comportementaux dans le futur, sur un projet de 2 ans. Et puis une entreprise nous dit nous, on a envie de travailler sur le servant leadership. Une autre entreprise nous dit on a envie de travailler sur la gratitude. Une autre entreprise nous dit on a travaillé sur la pleine conscience, etc. Et la réponse à votre question, c'est celle-ci. Comment est-ce que dans le temps que je vais dégager, parce qu'il va y avoir d'autres formes de production, je vais pouvoir réinvestir cette énergie-là pour repenser la création de richesse de manière différente? Autre question? Moi, j'aimerais reprendre votre exemple qui parlait d'un collègue qui se met en colère contre vous. Et j'aimerais le mettre en lien avec un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « 3 hommes en quête de sagesse » et qui dit finalement que la colère, c'est une émotion perturbatrice. Et que pour la travailler et l'anticiper, il faut qu'on repère quand elle se déclenche, comment elle se déclenche, et justement travailler là-dessus pour la minimiser et empêcher qu'elle perturbe notre conscience. Est-ce que finalement, vouloir atteindre ou aller vers une orientation de la paix économique, c'est pas d'abord de travailler sur soi-même, de travailler sur l'invasion de nos possibles émotions perturbatrices? Donc cette fois-ci, c'est moi qui démarre. Donc j'ai un début de réponse qui est oui. La raison de mon schéma tout à l'heure qui dit on part de la paix comme orientation, la paix comme chemin et la paix comme fondation pour ensuite, d'un point de vue concret, se poser d'abord de ce qu'on va pouvoir développer sur la paix comme fondation, en disant que pour nous, en tant que chercheurs, on a fait un choix d'une méthode particulière, d'une approche particulière qui est la pleine conscience, c'est pour répondre à cet endroit-là, c'est dire on est convaincu que le premier métier que j'ai à mener, c'est le métier de moi-même, pour tous les éléments que vous évoquez. Il y a un endroit où je ferai un petit ajustement. Quand le bouddhisme, puisque ça vient de là, et c'est certainement Mathieu qui évoque ça, quand le bouddhisme dit la colère est une émotion perturbatrice, en fait, si on va au bout du schéma, il ne nous dit pas « vous devez éliminer la colère ». Il nous dit « attention, dans l'ensemble des émotions possibles, il y a tout un ensemble d'émotions qui va vous amener, je vais reprendre d'autres mots, vers des bénéfices, et il y a tout un ensemble d'émotions qui va vous amener vers des maléfices. » Mais il nous dit aussi « attention, ces émotions qui vous emmènent vers des maléfices, elles sont en train de vous donner tout un ensemble d'indications qui sont tout aussi importantes pour la situation que vous êtes en train de vivre. » Et le petit ajustement que je voudrais faire dans ce que vous venez de partager, c'est n'entendons pas dans tout ce qu'on est en train de dire quelque chose qui dirait « je réduis un espace de vie quelque part ». Ça ne serait certainement pas mon propos. Et si dans cet espace de vie, à un moment donné, arrive la colère, et pour le coup, c'est à mon voisin que je vais le voler, la première fois qu'on s'est rencontrés, à table, il me dit « en fait, la violence m'intéresse pour une raison majeure, c'est que la violence m'amène au conflit. Le conflit m'intéresse pour une raison intéressante, c'est qu'il m'amène au débat. Et quand j'arrive au débat, finalement, j'ai recréé de la relation. » Et cette colère perturbatrice qu'évoque Mathieu Ricard, son intérêt, c'est pouvoir me rendre compte que dans le système émotionnel, un certain nombre d'émotions vont créer des réponses qui vont plutôt être des réponses de l'ordre de la mise en action, de la construction, et que d'autres émotions vont créer des réponses qui sont plutôt de l'ordre de la survie, ne veut pas dire je dois les éliminer, veut plutôt dire sachons la vivre pleinement, pleinement voulant dire accueillons-la, et dis-lui, si je peux le dire comme ça, c'est un soufi qui disait ça comme ça, accueillez donc cette colère de la même manière qu'un ami qui arrive à votre porte pour une raison majeure, c'est que cette colère est en train de m'amener une information fondamentale, mon voisin vient de me manquer de respect, et si je veux pouvoir rester en lien avec lui, il va falloir que je trouve un moyen de lui dire tranquillement, peut-on faire quelque chose tous les deux de ce respect-là ? Il y a un point qu'on peut ajouter qui fait aussi partie de la tradition bouddhiste, c'est ce qu'on appelle la posture du témoin. C'est-à-dire, je ne m'interdis pas mes émotions, mais je ne suis pas envahi, c'est-à-dire je les prends comme des signaux. Parce que l'émotion est très importante. L'émotion, là encore, le sens des mots nous le dit bien, c'est ce qui nous meut. Donc c'est essentiel de ne pas se priver des émotions, mais ne pas se laisser posséder par l'émotion et dire tiens, quel est le signal de cette colère, mais pour les mêmes raisons, il peut y avoir quantité d'autres émotions. Ça, effectivement, c'est une source d'information utile. Il y a une petite phrase à laquelle tu me fais penser que j'aime bien, c'est « ça n'est pas parce que je t'accueille dans ma maison que je te donne la clé ». Moi, j'avais une question sur
la monnaie, en fait, l'unité de transaction en fait, qui existe, et c'était intéressant ce que vous disiez, c'est qu'en fait, deux personnes presque antagonistes, grâce à la monnaie, pouvaient finalement échanger. Dans le modèle de paix économique, est-ce qu'il faut conserver la monnaie ou est-ce qu'il faut avoir une autre unité de valeur pour pouvoir accompagner ce changement? Et deuxième chose, il y a plein de périmètres. Là, vous parlez d'entreprises, il y a de la TPE, il y a de la grande multinationale, il y a les États, il y a plein de niveaux en fait. Et en fait, vous vous situez où pour arriver à cette paix économique? Parce qu'en fait, chaque partie interagit, mais c'est presque un monde qui est quelquefois complètement opaque, ou en tout cas qui ne communique pas. Donc c'est encore moi qui suis obligé de démarrer. Je vais saisir une partie de votre phrase presque par jeu. Je ne veux aboutir nulle part. Quand vous me dites vous démarrez où pour aboutir à cette paix économique, je n'ai pas, et je le répète, l'intention d'aboutir à un état de paix économique. Mon intention, c'est est-ce qu'en tant que personne, en tant que groupe, en tant qu'organisation, qu'elle soit une entreprise ou autre chose, on peut journalièrement se poser la question de comment nous améliorons nos relations et comment nous faisons valoir ce qui a permis notre succès en tant qu'être humain, c'est la collaboration. Si je commence à poser la paix économique comme quelque chose que je veux atteindre, ben je vais poser ces questions-là. C'est-à-dire, je vais me dire, waouh, jamais je ne vais m'en sortir. Parce qu'entre les braves gens qui, même s'ils sont tous de bonne intention, il y en a un qui sera en bon état le lundi, l'autre qui sera en bon état le mardi et l'autre le mercredi, je ne vais jamais m'en sortir. Par contre, si je commence à donner à ces braves gens chacun des clés particulières pour que de manière journalière, ils avancent avec ça. L'une des clés étant, s'il vous plaît, je le redis, excusez-moi, ne projetez pas la paix comme un état particulier, parce que si je la projette, quand mon voisin ne sera pas en état le mardi, je vais commencer à porter jugement sur son état du jour, et plutôt que d'y voir quelque chose qui serait de l'ordre de la compassion qui pourrait me permettre de l'aider, je vais commencer à lui dire, ça y est, tu es en train de décaler. Vous vous souvenez les petits singes qui font de la méditation? Il y en a un qui met son doigt ici, l'autre sur les oreilles et l'autre sur les yeux, parce qu'en fait, ils y étaient 4, je ne sais plus ce que fait le 4e. Ils méditent tous les 4, ils ont comme engagement de méditer, avec une interdiction de parler. À un moment donné, il y en a un qui parle, donc qui rompt l'engagement qu'il avait pris. Le deuxième lui dit « t'as parlé ». Le troisième lui dit « mais non, c'est toi ». Et le 4e dit « je suis le seul qui n'a pas parlé ». Bon, c'est une analogie, mais elle est exactement à cet endroit-là. Et je comprends cette complexité-là. Mon propos, c'est si on parvient à créer des effets de levier dans différents endroits, système éducatif, système de l'entreprise, système politique, dans lequel on peut commencer, je prends des risques, à accepter la vie telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de changer, ça veut dire que je suis capable de la regarder et de la regarder de façon un petit peu plus juste. Plus juste voulant dire au plus proche de ce qui est en train de se passer, avec des moments dans lesquels se passent des bénéfices que je vais devoir apprendre à célébrer, ce qui n'est pas forcément évident, avec des moments dans lesquels se passent des maléfices, dans lesquels je vais devoir prendre ma responsabilité pour tenter d'avancer sur eux, j'ai une chance d'enclencher tout ça. Maintenant, pour revenir un petit peu vers vous, parce que je semblais m'opposer, dans les discussions qu'on a eues cet après-midi, finalement, on en arrive à se rendre compte, quand on travaille sur cette idée de paix économique, qu'on peut démarrer au niveau de l'intime, on peut passer au niveau du groupe, on peut passer au niveau de l'organisation, mais il va y avoir d'autres niveaux au-dessus. C'est on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais un des thèmes qui me tient à cœur, c'est de penser l'épanouissement de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et dans l'épanouissement de l'ensemble des parties prenantes, j'entends quelque chose qui va peut-être vous faire grimper les cheveux sur la tête, mais c'est l'épanouissement de mon concurrent. Comment est-ce que je peux contribuer à l'épanouissement de mon concurrent? On aura une autre conférence pour en parler. Mais quand je me mets à penser l'épanouissement de mon concurrent, je commence à toucher aux lois de la régulation de la concurrence, etc. Ça veut donc dire que si je pense la paix, je vais commencer aussi à interroger le législateur en lui disant comment fait-on maintenant si je veux garder une règle qui me permet de préserver les dérives, mais qui, plutôt que de bloquer les possibilités de collaboration, les enferme. Donc, il y a effectivement, dans votre question, je ne peux qu'adhérer, il y a effectivement tout un ensemble de niveaux différents. Et j'étais en train de me demander si c'était vaniteux de dire ça, que chacun démarre à son endroit, que chacun puisse à un moment donné dire « Ok, moi, l'axe que je prends, si je parlais de moi, c'est l'axe de l'enseignement et de la recherche ». Les entreprises qui sont avec nous disent « Nous, on prend notre responsabilité de manager ou de dirigeant à cet endroit-là ». Que le politique puisse le prendre aussi et que l'employé prenne le sien. Je peux rajouter un mot sur la première partie de votre question qui est sur la monnaie.
la monnaie remplit une fonction pacificatrice, le lien entre payé et pas carré, tant que la monnaie reste un simple outil. Dès qu'il y a une inversion du rapport entre outil et finalité, il y a un dérèglement. C'était Aristote que tu citais qui disait déjà, si l'économie oublie que la monnaie n'est qu'un simple moyen, si elle en fait une fin, ça n'est plus, disait-il, de l'économie, c'est ce qu'il appelait de la crématistique, et à ce moment-là, ajoutait-il, la cité est en danger. Quand la monnaie, au lieu d'être un simple moyen, donc une unité de compte dans une comptabilité qui va permettre la confiance, devient une fin parce qu'elle est objet de fascination, parce qu'elle est considérée comme ayant de la valeur intrinsèquement. Par exemple, quand on a utilisé des vecteurs monétaires comme l'or et l'argent, à ce moment-là, il y a un changement radical qui s'opère. Imaginez qu'il y a une bourse mondiale des kilos et des mètres et qu'on doit organiser les rapports aux mesures sur cette base-là. Ça serait un chaos invraisemblable. C'est le problème que nous avons, en gros, depuis 1971, la déconnexion du dollar par rapport à l'or, c'est-à-dire une unité de mesure qui devient un bien. Ce bien devient lui-même source de spéculation. Et aujourd'hui, vous prenez les chiffres donnés par la Banque des règlements internationaux, vous avez des mesures incroyables du type 95% des flux financiers quotidiens ne correspondent pas à des biens et des services réels, où les produits dérivés représentent 10 fois la richesse mondiale. C'est exactement la question que posait déjà Aristote, c'est-à-dire l'économie est devenue crématistique, les grandes crises financières sont des crises de crématistique parce qu'on confond les moyens et les fins, et à ce moment-là, la cité mondiale est en danger. Donc effectivement, il faut revenir aux monnaies-outils, c'est ce que font par exemple toutes les initiatives de monnaie locale. Le propre d'une monnaie locale, c'est de se poser la question de la richesse réelle sur un territoire. Et comme en plus une partie d'entre elles sont ce qu'on appelle des monnaies fondantes, c'est-à-dire des monnaies qui perdent de leur valeur si elles ne sont pas utilisées, elles vont d'autant plus faciliter l'échange réel plutôt que les formes spéculatives. Et à ce moment-là, effectivement, on est dans une fonction pacificatrice. J'ai encore un petit point à rajouter. Je me rends compte, depuis tout à l'heure, Patrick et moi, on utilise des tas de personnes qui ne sont pas capables d'être à côté de nous. Aristote, Hobbes, Marc Aurèle, etc. On ne le fait pas, je le regarde en même temps, mais on ne le fait pas parce que ça fait sympathique et intellectuel. On le fait, à mon avis, pour une raison majeure, c'est depuis la nuit des temps, les problèmes qu'on est en train de poser sont présents, sont vus, mais l'une de nos plus grosses difficultés, c'est autant nous sommes forts à capitaliser sur des dimensions techniques et technologiques qui fait que d'une génération à l'autre, on est capable de passer du train à vapeur au TGV, autant sur ces dimensions humaines et sur ces dimensions de positionnement personnel, on a très très peu de choses qui nous permettent de les transmettre. Il y en a une fondamentale qui permettait ou qui permet encore de transmettre, c'était les religions, avec les défauts et les avantages qu'elles ont. Comment est-ce qu'on peut faire dans la société actuelle pour trouver un moyen qui nous permettra de transmettre aussi ces valeurs-là et qui peut-être un jour nous fera dire on n'a plus besoin d'aller parler d'Aristote, on pourra parler de Marcel, qui lui, dans l'entreprise juste à côté, a fait exactement ce que disait Marc Aurèle. Et ça, pour moi, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. Tout à l'heure, quand je cite Henri Hauser, je crois que je l'ai cité, je ne sais plus, Henri Hauser, qui en 1935 écrit pour la première fois un livre sur la paix économique, quand je lis l'introduction d'Henri Hauser, j'ai recopié l'introduction d'Henri Hauser pour la remettre dans mon bouquin pour une raison majeure, c'est que je n'ai rien à dire de plus. En fait, je me dis, zut, Henri Hauser a déjà tout dit ce que j'avais à dire. Qui s'appelle Hauser, qui s'appelle Aristote, qui s'appelle Marc Aurèle, mon problème, c'est comment fait-on pour faire passer d'une génération à une autre des dimensions qui sont de l'ordre de la valeur et de l'engagement personnel ou de l'humanité, plus que qui sont de l'ordre de valeurs sonnantes et trébuchantes. Puis une petite anecdote, parce qu'elle est drôle, puis elle répond aussi à ça. Quelques années, je discutais avec un ami proche, on a beaucoup ri après ce petit moment-là, on est dans une discussion de café, et ma femme lui dit «
oui, mais toi, là, avec tes voitures, etc., tu nous parles d'avoir, et être alors. Et là, il réfléchit pendant quelques secondes, il dit être. Et ouais, je veux être celui qui a tout ça. Et c'est bien là le souci. C'est vraiment là le souci. Ah, pardon. Allez-y. Moi, j'aurais encore un comment fait-on. Vous avez évoqué l'instrumentalisation de tous ces chemins qui peuvent amener à l'œuvre commune et à développement de richesses autres que celles habituellement déclarées. Et comment fait-on effectivement pour que ces chemins ne deviennent pas des maléfices ? Quand on parle de la mindfulness, le coaching, développement personnel, toutes ces choses-là, à l'heure actuelle, effectivement, j'ai un peu le sentiment que ça devient l'outil magique qui finalement génère du maléfice. Tu veux démarrer Moi, je démarrerai par un déplacement de la question, parce qu'à chaque fois qu'on se pose la question du comment fait-on, on est pris un peu de panique, parce que moi, je suis haut-savoyard d'origine et je vois la face nord des Grandes Jorasses et je me dis comment je vais y aller alors que je ne suis même pas équipé, etc. Donc, une des façons de se donner de l'énergie, c'est comment font ceux qui ont commencé à faire. Et qui, pour reprendre l'expression fameuse de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils ont réalisé le possible. Pensez par exemple au film Demain. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Bon. Qu'est-ce qui donne de l'énergie dans ce film ? C'est qu'il ne parle pas d'un monde idéal. Il parle de choses qui se font déjà. La germination créative du nouveau monde, elle est déjà là. Même dans des situations aussi difficiles que celle de Détroit, dans des situations souvent dramatiques, la capacité d'énergie créative d'être humain est tout à fait extraordinaire. Donc quand on se met à l'école de celles et ceux qui ont commencé ça, les monnaies locales dont je parlais tout à l'heure, moi je me souviens quand dans mon rapport Considérer la richesse, j'avais proposé l'expérimentation d'une nouvelle forme monétaire que j'avais proposé d'appeler le sol, on prenait vraiment pour un extraterrestre. Bon, aujourd'hui, vous en avez partout, et notamment en France, des monnaies locales, même des villes importantes comme Toulouse, comme Nantes, etc., s'y sont mis, et d'autres comme Paris sont en train d'envisager d'en avoir. Donc ça veut dire que le déplacement de la question, en se mettant à l'écoute des créatifs, ça va être de nature à nous donner cette énergie. Oui, mais je vais poursuivre presque au même endroit. Quand je regarde comment s'est constituée l'équipe de chercheurs qui aujourd'hui représente ce lieu de recherche, finalement, on a commencé à parler à 2 ou 3 de ce qu'on avait envie de faire. On a vu arriver à nous des gens qui faisaient déjà. Hugues doit être quelque part dans la salle. Mon collègue Hugues Poissonnier, qui est un spécialiste des achats, n'était pas avec nous à l'origine, sauf que Hugues développe tout un travail de recherche dans lequel il parle des achats collaboratifs. Tu réagiras violemment si je me trompe. L'idée de l'achat collaboratif, elle est assez simple, c'est de se dire jusqu'à présent et encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le rôle d'un acheteur ? C'est un cost killer. Son seul objet, c'est revenir à la maison avec les bas tirés les plus bas, les prix tirés les plus bas, par contre. La question qu'il pose, on fait ce qu'on peut. Il va falloir que je rentre à la maison, c'est ça. La question qu'il pose, c'est est-ce que je peux réinstaller dans ce système des achats une dimension collaborative dans laquelle je vais intégrer le fournisseur dans ma chaîne de valeur et montrer qu'avec lui, je vais pouvoir faire autre chose que simplement d'être dans un lien commercial direct dans lequel chacun essaye de gagner tout ce qu'il peut en essayant de faire croire qu'on est dans quelque chose de consensuel où chacun s'en tirera alors que chacun s'en va insatisfait, et voir comment on va créer ensemble quelque chose de nouveau. Il n'est pas là, mais si je pense à quelqu'un qui travaille avec nous sur le marketing et qui parle de la symétrie des attentions et qui finalement rentre dans le marketing en disant « et si
je passais mon temps à porter attention aussi bien à mon client que je ne porte attention à mon collaborateur, pour créer une symétrie particulière. Lionel, qui est debout là-bas, qui pose la question de la dimension de pleine conscience et qui dit, tiens, la pleine conscience a un intérêt. Comment est-ce que la pleine conscience va me permettre de repenser mon métier personnel, qui est qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes intentions, quels sont mes élans profonds. Voilà comment, à partir de ce qui est déjà existant dans des domaines, pour le coup, du monde de l'entreprise, et ce sont ces domaines existants qui ont finalement créé cet agrégat qui dit, tiens, on a un groupe de recherche qui travaille sur la paix économique. Maintenant, si je vais au-delà de ça, l'ouverture qu'on a fait vers les entreprises en disant on va créer un lieu dont l'objet, c'est pas de remettre en place une recherche dans laquelle on aura une dimension commerciale entre les entreprises et les chercheurs, mais on va créer un partenariat dans lequel les chercheurs arrivent avec leurs idées, les entreprises avec leurs idées et avec les difficultés qu'elles ont, les entreprises nous disant, tiens, je pense à Antoine Raymond qui est derrière nous, nous on a démarré quelque chose sur le servant leadership, qu'est-ce que vous en pensez ? Je cherche les gens qui sont autour de moi, E2V dit, tiens, on a démarré, HP aussi qui doit être là, dit, tiens, on a démarré des choses autour de la pleine conscience, qu'est-ce que vous en pensez ? Bolo-Fotalu est pas loin, et je me souviens d'une question à un moment donné qui était posée autour de la gratitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et tous ces gens ayant tenté des choses, et cette façon d'avoir tenté les choses, pour moi, va être importante parce qu'elle va permettre finalement de conclure en fin de journée, incroyable, le nombre de collaborations et de coopérations qui me permettent d'aller vers les bénéfices dans une journée est incroyablement plus important que le nombre de dysfonctionnements sur lesquels on me fait focaliser mon temps. En janvier dernier, on a organisé une conférence à Princeton, là où je suis, avec des chercheurs américains, avec des entreprises américaines et françaises. L'un des chercheurs était un anthropologue, et la question qu'on lui avait posée en préparation, c'était de lui dire « Est-ce que vous pouvez venir nous parler de ce qu'on présuppose en tant que chercheur en sciences de gestion, qui serait cette idée que finalement la coopération a beaucoup plus d'importance dans la vie des êtres humains que n'en a la compétition ?» Il va nous dire quelque chose qui est moyenne entre les deux, mais que j'ai retenu dans cette phrase, qui était de dire coopératif par nature et compétitif par potentiel. Et les deux sont fondamentalement importants. Mais c'est bien coopératif par nature. Et il prend un exemple à un moment donné, puisqu'on est tout près de New York, il nous dit, regardez la ville de New York, si vous tentez de comprendre quelque chose à la ville de New York et que vous allumez la télé, tous les jours, vous allez entendre qu'il y a un meurtre. Sa statistique est assez simple, il dit il y a entre 320 et 360 meurtres par an, 365 jours, normalement tous les jours si vous regardez la télévision, on va vous dire il y a un meurtre. À côté de ça, il nous dit il y a en gros 9 millions d'habitants, il y a une cinquantaine de millions de visiteurs par an, imaginez sur une seule journée combien d'actes coopératifs efficaces et performants il faut pour que cette ville fonctionne. Et ça représenterait des milliards d'actes coopératifs. Est-ce que je peux, à un moment donné, partir de ces actes coopératifs, voir en quoi ils sont efficaces, et en fait, par agrégation, comme ça, commencer à construire quelque chose de différent. Et dans ce quelque chose de différent, il ne va pas y avoir que l'acte, il va y avoir aussi tout le système culturel que je construis autour. Et dans ce système culturel, il va y avoir aussi mon système de croyance. C'est-à-dire que si, quand je commence à regarder New York, mon système de croyance, c'est la vie est difficile, les gens sont des assassins, et que je vais chercher à l'extérieur une confirmation de ce que je suis en train de penser, je vais la trouver. Si mon système de croyance commence à dire « Waouh, on est 200 dans une pièce avec des orateurs, avec des gens qui sont capables de parler ensemble pour produire quelque chose de nouveau », je vais le trouver aussi. Une dernière question avant que Dominique nous fasse un lapsus plus scabreux. Bonsoir. J'ai une question concernant la mesure de la contribution de valeur des entreprises. Aujourd'hui, on est effectivement dans un système de comptabilité monétaire qui a certainement ses bienfaits et qui est nécessaire dans une certaine mesure. La question, c'est qu'on voit apparaître depuis quelques années des mesures qui vont être des indicateurs qui vont être plutôt liés, par exemple, à l'écologie aussi. Il y aura bien sûr en interne aussi des mesures par rapport à la façon dont les collaborateurs se sentent dans l'entreprise. Je voudrais savoir si ces deux derniers types d'indicateurs, par rapport à vos recherches que vous pouvez voir au niveau des entreprises et des différentes économies, prennent une importance un peu plus grande. Est-ce qu'il y a une tendance dans cette direction ? La réponse est oui à votre question. Et
c'est vrai à la fois du côté des systèmes de comptabilité publics, nationaux, etc. Par exemple, moi j'avais fait la mission Nouveaux facteurs de richesse, et à l'époque c'était encore très marginal. Quelques années après, vous avez eu la commission présidée par Joseph Stiglitz, qui est venue confirmer à la fois la nécessité d'une mise en cause de nos indicateurs de richesse dominants et la nécessité d'autres indicateurs, prenant en compte par exemple des enjeux écologiques et sociaux. Même l'OCDE, qui n'est pas une organisation particulièrement alternative, s'est mis à travailler sur d'autres indicateurs. Récemment en France, une loi proposée par Eva Sass a proposé qu'à l'occasion du débat budgétaire, on ait une autre batterie d'indicateurs. Donc les choses ont avancé. Elles ont avancé à mes yeux insuffisamment, mais elles ont avancé. Et puis du côté des systèmes de comptabilité privée, c'est toute l'intégration à partir d'exigences telles que la loi NRE, d'avoir des formes qui intègrent pas simplement les dimensions financières, mais aussi écologiques, sociales, etc. Cet après-midi, avec certains d'entre vous, on a fait un atelier où j'ai eu l'occasion de présenter un outil que j'appelle la comptabilité bénéfique, et dont le résultat est qu'au lieu d'avoir simplement le cadran monétaire, on en a 3 autres. On a le cadran monétaire, dont on a bien sûr l'utilité, mais on ajoute le cadran écologique, avec d'autres unités de compte que la monnaie. Ça peut être par exemple le CO2, le cadran social, qui est nourri par exemple par le bilan social de l'entreprise, où par exemple l'unité de compte du temps va être essentielle. Quand on regarde le temps mobilisé, même au sein d'une entreprise, on se rend compte que le temps non marchand est souvent tout à fait déterminant. À l'échelle d'une société, là c'est encore plus évident. Si vous regardez les budgets temps de l'INSEE, vous avez des informations absolument capitales. Et puis un 4e cadran qui lui est plus qualitatif et qui résulte de la délibération des parties prenantes de l'entreprise autour de la question: quelles sont les activités jugées bénéfiques au sens fort du terme bénéfice et jugées nuisibles, source de perte. Et quand on a fait cet exercice, on regarde les 4 cadrans. Si les cadrans sont en cohérence, si nos bénéfices monétaires correspondent en même temps à des activités jugées bénéfiques sur le plan écologique, social, etc., on peut dire qu'on est bien dans un projet contributif et dans un cœur de métier. Si inversement il y a contradiction, l'une des fonctions de l'annexe, par exemple, c'est de rendre compte de ces contradictions et de la façon de l'élever. Donc ça fait partie des nouveaux outils qui sont en cours d'élaboration. Merci. Et le complément que je voudrais apporter, c'est... Oui. Toi, tu es équipé. Le complément que je voudrais apporter, c'est de la même manière, il me semble que ces indicateurs et que ces nouveaux indicateurs sont fondamentaux si on arrive à les garder à ce pourquoi ils ont été faits. Si à un moment donné, je finis par me retrouver en course à rattraper mon indicateur, plutôt que d'utiliser l'indicateur pour regarder ce qui se passe dans la réalité, je vais me retrouver encore une fois dans une problématique standard. Une de nos collègues travaille sur des aspects de contrôle de gestion, et j'ai gardé depuis quelques années un exemple en tête qu'elle m'avait donné, que j'ai vécu en faisant un audit du stress au travail dans une entreprise qui faisait du prêt bancaire pour de l'immobilier. En faisant l'audit dans cette entreprise, j'ai rencontré des personnes qui travaillent sur le recouvrement, qui, quand elles m'ont raconté leur travail, m'ont dit, ben voilà, mon travail jusqu'à présent, c'était de rencontrer les clients qui étaient en difficulté, de voir quelle était la difficulté, de voir comment on pouvait ensemble élaborer un plan qui serait tenable pour elles dans les difficultés et tenable pour nous, sous-entendu qui nous permettra de récupérer notre argent à un moment donné. Tant que mon travail c'était ça, c'était un travail qui me convenait. Depuis quelques années, on me donne un outil qu'on a appelé un outil de contrôle, qui est effectivement un tableau, où sur la semaine, tous les jours, j'ai un chiffre à atteindre en fin de journée, et je me rends compte que je passe ma journée à courir après mon chiffre, que si je n'atteins pas mon chiffre en fin de journée, il va y avoir des conséquences pour moi qui vont être des conséquences importantes.
Si l'outil de mesure qui soit aussi petit que ce petit tableau de ces personnes qui travaillaient, ou si c'est un outil de mesure national, si à un moment donné je me sers de l'outil non plus pour regarder la réalité, mais si je pense que mon outil devient la réalité, cette fois-ci, il repart dans un sens inverse. Et c'est malheureusement, je crois que c'était vous devant madame qui parlait de l'instrumentalisation, c'est malheureusement un des risques. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la formation des managers, je peux vous assurer que pendant des années, le mot d'élite me rendait dingue. Aujourd'hui, je me dis, mais bon sang, on a besoin d'élite. Dans ce cas-là, c'est une élite qui sera capable de dire non, tu ne vas pas contraindre cette personne à passer sa vie à s'assurer qu'en fin de journée, elle a atteint son chiffre, alors que son métier, c'est pas ça. Parce que si je fais ça, je vais lui créer de la souffrance, je vais créer de la violence, je vais créer de la violence chez le client. Et donc, c'est plus du bénéfice que je génère. Et même si tous les soirs, elle atteint ses 80 000 euros de recouvrement, ce 80 000 euros va basculer dans ma colonne de gauche, pas dans ma colonne plus, mais dans ma colonne plus qui génère en fait du maléfice. Et là, il y a un véritable rôle du manager. Quand tout à l'heure, je disais, attention, mon manager, ce n'est pas parce qu'il parle de paix qu'il n'est pas capable à un moment d'avoir une position forte. Au contraire, j'ai besoin d'avoir des managers qui soient puissants, qui soient capables de tenir ces endroits-là. Bien, on va en rester là pour ce soir, en tout cas Merci ici beaucoup. dans cette salle. Ceux qui ont d'autres questions, eh bien, écoutez, vous pourrez les poser de l'autre côté du mur. Les orateurs seront à votre disposition. Si j'ai bien compris, c'est un sujet pour lequel on ne peut pas conclure. On est sur le chemin et on va rester sur le chemin. Tout à fait. J'espère que vous avez tiré grand bénéfice de ces propos. Vous avez eu, je pense, vous êtes alimenté en réflexion pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ce que je vous propose, c'est de passer à une nourriture beaucoup plus matérielle de l'autre côté de la salle. Et je vous invite à remercier encore nos orateurs pour les présentations.